Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, vous êtes sur un nouveau numéro de notre émission destinée aux questions de la société. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème. Et il s'agit bien, le thème dont il sera question ici est le chômage. Quelles sont les causes du chômage? Quelles sont les conséquences sur la société? Et pour débattre de la question, nous recevons une personnalité pour vous. Je vais l'inviter à se présenter. Je m'appelle Canton Fidel, enseignant d'université. Je le disais tantôt, il est spécialiste des questions de société. Monsieur le docteur, dites-nous, le chômage, quand on parle de chômage, qu'est-ce que c'est selon vous? Le chômage, c'est une situation sociale, économique dans laquelle se retrouve un jeune ou toute personne ayant appris un métier et se retrouvant dans l'incapacité de l'exercer. Je voudrais vous demander, docteur, dites-nous, qu'est-ce qui peut être à la base du chômage? En sociologie, nous parlons des causes conjoncturelles et des causes profondes. Au nom des causes profondes, nous pouvons trouver que nous sommes dans une société en pleine mutation, en pleine transformation. Et face à ces transformations, les formations qui sont prévues dans nos écoles, dans nos universités, dans les centres de formation de façon générale, ne cadrent pas avec les besoins du marché. Et lorsque vous formez des gens dans des métiers où ils sont appelés à beaucoup plus travailler dans l'administration, alors que l'administration ne peut pas consommer tous ceux qui sont formés, forcément vous aurez des gens qui seront laissés, qui seront dans le besoin de se replacer ou de se reclasser quelque part. Je prends un exemple, non pas pour stigmatiser une filière. Vous prenez par exemple quelqu'un qui va se faire former en anglais et en français. En français, c'est encore mieux. En sociologie, chez moi, par exemple. Lorsque vous n'avez pas une politique de formation dans ces centres de formation de nature à réguler l'effectif des formés en fonction des besoins sur le marché, vous avez forcément le surplus. Quand vous avez 500, 600 personnes qui finissent la géographie en une année, qui finissent l'administration générale en une année, qui finissent l'histoire en une année, qui finissent l'anglais en une année, forcément vous aurez le surplus parce que chaque famille n'aura pas un professeur d'anglais, chaque famille n'aura pas un administrateur. Deuxième cause, les centres de formation, bien qu'existants et régulants et appelés à régler des problèmes de société, doivent tenir compte des réalités du terrain. Lorsque vous formez des gens dans des écoles de formation, vous devez tenir compte des besoins du marché. Quelqu'un qui fait secrétariat bureautique et continue d'utiliser les vieux machines de dactylographie que nous voyons dans les mairies, alors que il n'est pas en phase avec la nouvelle technologie, avec l'évolution du temps. Quelqu'un qui est en sociologie, dont la formation ne cadre pas avec les réalités du terrain, il va finir la licence en sociologie, il est généraliste, alors qu'il pouvait être un sociologue de la famille avec la licence, s'occuper réellement des problèmes de famille, s'occuper réellement des problèmes d'éducation, ainsi de suite. Donc, la nécessité d'aller à une professionnalisation dans les formations que de rester de façon superficielle, de façon générale, ce qui fait que le gars finit, mais il n'a pas de façon pratique quelque chose à vendre sur le marché. Troisième cause, quelle est la politique réelle, familiale par rapport au cursus scolaire, académique des enfants? Voilà. Combien de parents, en mettant l'enfant à l'école, en inscrivant l'enfant à l'école maternelle, a un projet de vie pour cet enfant? Vous voyez des gens qui ont la licence ou bien le master en infirmerie, par exemple, qui sont à la maison en train de dire j'ai l'honneur. Alors que leur papa a 20 hectares, 10 hectares ou bien une parcelle à Porte-Nouveau, il attend sa mort pour que les enfants se tuent pour partager l'héritage. Alors qu'il peut vendre la parcelle pour installer l'enfant. C'est ça. Donc, il n'y a pas une politique autour. En tant que famille, nous n'avons pas de politique d'orientation de nos enfants. Les enfants vont à l'école, ils finissent la formation, c'est fini. Et ils commencent par chercher l'emploi. Alors que la famille peut définir une politique
d'insertion de son enfant. Mon enfant a fait chauffeur poids lourd. J'ai une parcelle à Mesrété qui peut coûter 5 millions, 10 millions. Pourquoi ne pas vendre la parcelle, lui acheter camion et il devient autonome? Il a déjà son héritage. Il s'installe. Au lieu de laisser se promener de quartier en quartier à chercher un véhicule à conduire. Donc, nous n'avons pas en famille, dans nos familles, une politique réelle d'éducation de nos enfants. C'est ça. Ça pose problème. Vous allez voir, les gens jusqu'en terminale, jusqu'après le bac, ne savent même pas. Ils ont le bac, mais ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Bon, c'est après le bac qu'ils commencent par réfléchir à cela. À l'étude universitaire. Par rapport à une famille où on dit, bon, il a le bac, il va faire telle chose. C'est normal qu'il y ait une différence. C'est ça. Donc, un manque de visibilité, un manque de vision. Quatrième chose, l'apprenant, l'étudiant ou le diplômé qui est à la quête de l'emploi lui-même. Est-ce qu'il a un projet de vie personnel? Lui-même. Lui-même. C'est vrai, à un moment, depuis la naissance jusqu'à un niveau donné, il a été conduit par les parents. C'est ça. Mais après, quand il a fini, ou bien quand il est rentré à l'université, est-ce qu'entre-temps, il s'est rendu compte que maintenant, il est devenu un individu, il doit pouvoir se prendre en charge et se définir une carrière. Vous allez voir, rentrer dans nos universités, dans nos écoles, vous allez voir des enfants. En troisième année d'université, ils développent des comportements d'un adolescent, d'un capricieux qui est inconscient qu'il est en train de rentrer sur le marché de l'emploi. Docteur, dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas un problème qui se pose si entre-temps, on continue avec ce système-là? Ça continue, c'est que ça constitue un obstacle ou bien un problème majeur pour l'évolution de la société, mais on continue. On n'a pas changé les filières, c'est comme ça, et nous sommes dedans, les choses, on a de plus en plus ça évolue, plus le temps passe, et on a plus de chômeurs dans la société. Je ne vais pas citer de nom, mais quand ce monsieur a dit tout le monde ne doit pas aller à l'université, il va créer des lycées techniques, combien ont critiqué ça dans ce pays? Vraiment. Il y a des séries bac A, bac B. Quelles sont les finalités? C'est pour quelle fin? C'est pour quelle fin? Mais quand le monsieur a dit, désormais, il va créer des lycées techniques qui projettent pour un avenir meilleur, il ira faire une formation technique. On a dit quoi? Qu'il est en train de faire le capitalisme. C'est ça. C'est ça. Donc, nous n'avons pas de vision, nous n'avons pas de projection. Nous naviguons à vue. Et c'est peut-être maintenant nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui est éclairé, qui nous dit il faut prendre par ce chemin. Est-ce que depuis qu'il est là, bon, c'est vrai, il y a des actions qui se mènent. Est-ce que, quand vous voyez l'aspect que ça présente aujourd'hui, mais pourtant nous avons des gens qui s'inscrivent toujours en sociologie, hein, qui s'inscrivent en anglais, en masse, ils sont là dans les universités. Hein. Est-ce qu'on a un début de changement de situation? Non. Le gars, le bac, vous n'allez pas lui dire de ne pas s'inscrire. Il va s'inscrire à l'université. Mais l'autre veut commencer par régler le problème à partir d'un niveau donné. Il ne peut pas retourner en arrière. Il ne peut pas ramener ceux qui ont le bac cette année, dire non, revenez au collège, reprenez le système. Je ne dis pas que s'inscrire en sociologie, s'inscrire en anglais, s'inscrire en géographie, c'est une mauvaise chose. Mais je dis, l'effectif qui s'inscrit chaque année dans ces filières pose problème. Voilà. Et ne fait pas développement, ne permet pas d'aller de l'avant. Donc, il faut que chacun réfléchisse. Si l'État n'a pas trouvé solution, et nos familles... Il y a aussi la mentalité qu'il faut revoir. C'est fondamentalement ça. Nous avons un problème de mentalité. Nous attendons tous l'argent d'être recruté par quelqu'un d'autre, l'argent de quelqu'un d'autre au lieu de se créer ou de créer quelque chose. Non. Parce que c'est une évidence que le système nous a formatés jusque-là. Mais il faut un jour sortir de ça. Donc, il faut changer les mentalités. Sinon, on ne finira pas se retrouver dans un cycle infernal où on va dire, bon, puisque c'est le système, bon, on fait avec. Ça va toujours continuer. Vous avez évoqué de loin là, les causes du chômage dans la société, mais dites-nous, qu'est-ce que cela engendre? Qu'est-ce que cela peut engendrer? Quel impact cela peut avoir sur la société? D'abord, sur la famille, après sur la société dans laquelle on se trouve. Le nombre de conducteurs de ZEM a augmenté. Il a
c'est devenu le premier métier du Bénin. Parce que c'est un espace qui consomme. Tu n'as pas besoin d'autres formalités pour entrer dedans. Allez, tu vas rapidement. Mais c'est un problème. Je ne peux pas avoir une licence à aller conduire ZIM. Je ne peux pas investir sur un enfant jusqu'à la licence et qu'il se retrouve en train de conduire ZIM. C'est grave. C'est un problème pour le développement du pays. C'est un problème pour un pays comme ça. Deuxième chose, œuvre tous les jours pour avoir l'autorité Visa, CES Canada, Campus France et consorts pour partir. Et qui pense que c'est meilleur là-bas. Mais il n'a pas d'autre choix que de penser que c'est meilleur là-bas. Parce qu'il est dans un système qui ne le consomme pas. Il vaut mieux aller ailleurs chercher quelque chose. Peu importe ce qu'il va trouver là-bas. Troisième chose, les problèmes d'insécurité. Voilà. De tout genre. Cybercriminalité, vol et consorts. Ce sont les nids de chômage. Et quand nous parlons de chômage, que nous ne nous cantonnons pas seulement à ceux qui ont été à l'école du blanc. Il y a des gens qui ont fait couture, qui ont fait surtout photographe. Vraiment. Ils ont fait la photographie. Aujourd'hui, avec Android, plus personne n'a besoin de photographe. Donc le gars est au chômage. C'est ça. C'est des nids d'insécurité. Mais qui a réellement pensé à ça un jour pour dire, face à cette situation, il faut créer un système de reconversion? Ça devait être des projets de société, des projets pour ces... Bon, nos gouvernants quelquefois, normalement... Bon, nos gouvernants font ce qu'ils peuvent faire. Je pensais que vous allez dire projet de société des politiciens. J'allais demander qui sont les politiciens. Donc, le problème est là. L'insécurité. Et aujourd'hui, vous voyez combien... Même pour écrire sur WhatsApp ou bien vous avez des messages, des offres, parfois vous demandez si ce n'est pas un gars qui a envoyé. C'est ça. Donc l'insécurité sur les réseaux sociaux. Malgré tout ce que le gouvernement a fait pour assainir, ça demeure. Premier élément. Deuxième chose, la vie sociale. C'est difficile. Le gars vous doit de l'argent, mais il n'a pas de l'argent pour payer. Vous allez au commissariat, on va l'enfermer, il va rester là. On va lui donner à manger là. Parce qu'il n'a pas les moyens, il ne pourra pas payer. C'est une bombe à retardement. C'est ça. Qui peut même à un moment donné remettre en cause tout le système. Donc, nous sommes là en situation. Ça peut avoir pour conséquence plus tard la réduction ou la faible tendance au mariage. Le gars n'a pas les moyens. Comment il va doter une femme? Comment il va aller se marier à l'église? Il va aller se marier à la mairie. Il préfère rester seul. Il préfère rester seul. Vous allez donc voir, il va enceinter une fille, refuser la grossesse. Quand l'enfant sera grand, il va reconnaître son papa. C'est d'autres problèmes qui créent. Donc, voilà tout ce que le chômage peut créer. Il y a quelque chose dont beaucoup parlent dans la sous-région. On dit, voilà, on a été attaqués, il y a les djihadistes qui sont là, les gens, je n'ose pas appeler le nom ici sur ce plateau, mais il faut dire que c'est la réalité du moment. Et dans les pays africains, les gens viennent, ils viennent d'où on ne sait, mais ils recrutent les nôtres. Et c'est eux qui, quand même, commencent par... Ils sont les meilleurs agissantes et ils sont prêts à tout parce qu'au départ, on leur propose de l'argent. Est-ce qu'entre-temps, les gens et nos gouvernants au sommet de l'État, ici, il n'est pas dit qu'il faut prendre le mal à ce niveau-là. Aller chercher à notre niveau nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons en matière de gouvernance dans nos pays, et ça en ferait, et ça permet aux citoyens, c'est-à-dire aux jeunes, aujourd'hui facilement, quand on dit bien, tu vas prendre 100 000 francs, tu vas prendre 50 000 francs, banalement d'aller vers. Aujourd'hui, on voit aussi dans ceux qui migrent vers l'extérieur, il y en a parmi eux qui vraiment ils sont dans de très mauvaises conditions. Les réseaux sociaux apparaissent, on voit sur les réseaux sociaux de n'importe quoi. Est-ce que peut-on dire que c'est le chômage qui entraîne tout cela, monsieur le docteur? En tant que sociologue, et vu l'espace géographique du continent qui soit concerné, ça pose beaucoup plus d'autres enjeux que simple question de chômage. Parce que vous voyez le Burkina Faso, vous voyez le Niger, vous voyez le Mali, c'est des terres qui sont très riches. C'est ça. À la fois en termes de ressources minières qu'en termes de ressources agricoles. Donc, est-ce que les enjeux ne sont pas aussi géopolitiques? C'est ça. Il faut contrôler l'uranium, il faut contrôler le fer, il faut contrôler l'or, il faut contrôler... Donc,
La question reste posée. Parce que quand vous voyez les moyens qu'utilisent ces djihadistes, vous demandez, ils procurent ces moyens où? C'est des moyens de guerre que seuls normalement les pays sont autorisés à avoir. Ils ont eu ça où? Ça veut dire qu'ils ont eu des fournisseurs. C'est ça. Bon, qui sont ces fournisseurs? Point d'interrogation. Aborder les filières. Est-ce que, banalement, on peut commencer par réfléchir à comment recevoir les étudiants dans certaines filières ou bien à comment mettre de côté certaines filières, docteur? Pour moi, il n'est pas question de remettre en cause ou de mettre de côté les filières. La sociologie, la géographie, l'anglais, toutes les filières sont importantes pour le développement d'une société. Mais il faut arrimer ces filières avec les besoins du marché et avec l'effectif des demandeurs. Je suis peut-être pour qu'on fasse de sociologie, d'anglais, de géographie, des écoles aujourd'hui, où on régule vraiment l'effectif d'étudiants à accepter dans ces filières pour plus d'efficacité. Parce que quand vous avez 300 personnes sorties d'université dans une filière donnée, ça va poser problème pour la consommation. Si chaque année, la filière doit donner 300 personnes, comment on va les consommer? Donc, ce n'est pas pour moi de remettre en cause une filière. Mais le problème, c'est d'abord quand le parent va inscrire l'enfant à l'université ou au collège ou à l'école primaire, quelle est la philosophie qu'il définit par rapport à l'enfant? Quelles sont ses attentes, quels sont ses projets par rapport à l'enfant? Ah, je suis en train d'inscrire mon garçon à l'école aujourd'hui. Il aura le BPC telle année, il aura le bac telle année. Je suis en train de rêver qu'il fasse telle filière. Moi, j'ai un oncle à la maison, par exemple. Sa fille a eu le bac cette année, mention très bien. Donc, boursière. Voilà. Elle a été acceptée pour faire la pharmacie. Elle a été classée à la pharmacie boursière. Mais son papa a dit non, que son enfant va faire architecture. Et il a envoyé l'enfant au Togo pour faire l'architecture à titre payant. C'est une question de vision. De vision. Donc, politique. Ce serait un Béninois qui va dire, ah non, je préfère qu'il gagne cette somme-là. Donc, comme il a argent là-bas, il va partir là-bas. Donc, les parents doivent jouer leur rôle. Effectivement. Se donner les moyens. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous voyez aujourd'hui le gars, le bac de justesse. Et 10-01, 10-02, 10-06. Passable et mention passable. Ça sert à quoi? Forcément, il va se retrouver dans les facultés. C'est ça. Donc, il faut que les parents se donnent les moyens, les parents investissent réellement sur les enfants pour que les enfants aient le bac avec de très bonnes moyennes. L'investissement ici, ce n'est pas seulement matériel. Voilà. D'abord, il faut avoir une politique autour de l'éducation de l'enfant. De l'enfant. Voilà. Deuxième chose, l'école où l'enfant va fréquenter. Il faut que les centres de formation, les écoles, que ce soit du primaire jusqu'à l'université, soient en perpétuelle transformation par rapport à l'évolution du temps et de l'espace, pour pouvoir s'adapter à notre environnement, pour pouvoir s'adapter à notre système. J'ai entendu le ministre de l'énergie dire la dernière fois qu'ils sont en train de faire des travaux à Glo-Djibé et ils ont besoin des spécialistes, ils n'ont pas trouvé au Bénin. Ils sont allés chercher ça à l'étranger. Mais pourtant, il y a des filières de génie civil dans notre pays. Donc, ces formations ne sont pas cadrées avec les besoins du marché. C'est grave. Donc, il faut revoir les curricula de formation. Est-ce que le ministre, il devrait pas, il a osé le dire à l'antenne? Non, c'est pourquoi j'apprécie ce gouvernement. Et le gouvernement présente les situations telles que ça se trouve. C'est ça. Pour qu'on se mire nous-mêmes pour savoir là où se trouve réellement le problème. Si le gouvernement, le ministre ne le disait pas, personne ne saura qu'il a un réel problème. Je prends un cas par exemple, le journalisme. Pourquoi à un moment donné ne faut pas-il aller dans le journalisme professionnel? Il est journaliste culturel, il est journaliste économique, il est journaliste spécial de la politique, ainsi de suite. Déjà dans la formation, on sent ça. Et quand tu vas voir le gars, tu sens qu'il est dans son domaine. Quand c'est pour des questions politiques, tu l'abordes, tu as les réponses.
Quand c'est pour des questions culturelles, tu l'abordes, tu as des réponses. Mais quand vous êtes généraliste, Mais tout le monde est généraliste, donc il n'y a plus de spécialistes. Ça pose problème. d'efficacité quelquefois. Donc, il faut que les centres de formation aussi s'adaptent à la réalité. Il faut que chacun soit responsable pour jouer convenablement leur rôle dans le système. Les trois acteurs ici, c'est d'abord L'État, Oui. à travers le système éducatif qui est mis en place, les parents Oui. qui doivent mettre les moyens à la disposition de l'enfant, accompagner l'enfant, l'apprenant lui-même, qui à un moment donné doit pouvoir savoir opérer ses choix et se responsabiliser, se donner beaucoup plus du sérieux dans sa formation. Et docteur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à tout ce que vous venez de faire comme développement? Juste pour dire que le chômage, c'est une question de société. C'est une question sociale et tous les acteurs doivent pouvoir prendre conscience de ça. Tous les acteurs sociaux, je veux dire, doivent pouvoir prendre conscience de ça. Ce n'est pas aller prier à l'église, ce n'est pas aller prier à la mosquée, ce n'est pas aller prier dans un couvent qui réglera le problème de chômage, mais c'est en se mettant en cause et en cherchant les véritables solutions. Chers amis téléspectateurs, vous l'auriez compris, c'est la fin de cette émission. Vous avez suivi le docteur, il nous a parlé du chômage, les causes, les conséquences et il a également abordé les solutions. Merci à vous de prendre le prochain rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir et sur la même chaîne. Au revoir.